je me présente. Donc Arnaud Roy, chargé de mission de valorisation des données naturalistes au service du patrimoine naturel à l'ADREL Nouvelle-Aquitaine et également correspondant régional pour le SINP en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je dis simplement que donc, cette présentation consacrée à l'open data et au RGPD, on va l'aborder d'une façon assez générale parce que c'est quand même une thématique assez dense et complexe. Et c'est simplement pour nous donner quelques éléments de point de repère pour la suite du webinaire consacré à la sensibilité. Alors, donc, simplement, pour rappeler donc, ce que je viens de dire, donc là, c'est plutôt donc à lire quand vous aurez le support, hein, si jamais. C'est simplement pour prévenir que donc on rentre pas dans les détails de l'open data et qu'on est simplement là pour présenter la réglementation en ce qui concerne donc les données publiques qui sont principalement concernées par cette open data et notamment sur les connaissances sur la biodiversité et la géodiversité qui sont les domaines véhiculés par le SINP. Donc en préambule, donc pour rappel, le 17 novembre, nous avons tenu un webinaire consacré entièrement au SINP à sa présentation avec quelques ateliers. Donc si vous souhaitez y accéder, donc je vous ai mis les liens sur cette page. Pour rappel, le SINP donc, est inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité, dont les objectifs sont de développer la connaissance et de la partager. Le SINP répond à des obligations de rendre la connaissance environnementale accessible dans le cadre de ses inventaires au plus grand nombre, donc, en s'appuyant sur les textes du Code de l'environnement. Il a pour rôle d'organiser et de soutenir la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'inventaires et de toutes les composantes du patrimoine naturel. Enfin, depuis la fusion des régions en 2016, le SINP national s'appuie sur un document cadre qui est le protocole national du SINP du 2 octobre. Enfin, s'appuyer, parce que depuis le 2 septembre 2022, ce document cadre national a été remplacé par le schéma métier du SINP, qui oblige en partie à passer à l'open data et à se mettre en conformité avec la réglementation. Donc, le contexte du webinaire, en fait, pour rappel, dans le cadre du SINP, donc toutes les régions qui ne possèdent pas de liste de données sensibles des espèces, donc taxon, faune et flore, se voient appliquer la liste établie à l'échelle nationale. Les listes dont dispose le SINP Nouvelle-Aquitaine datent de 2019, et donc nous devons faire une actualisation de ces listes, une actualisation des listes par rapport à l'évolution de la réglementation, mais aussi nous devons également l'amender, ajouter des groupes taxonomiques pour l'enrichir et pour justement permettre d'avoir des listes avec des données les plus fiables possibles en termes de sensibilité. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous avions envoyé un message auquel nous avions ajouté un appel à contribution. Donc, certaines personnes déjà se sont positionnées. Nous les remercions pour ça. Et donc, sachez que l'appel à contribution est maintenu et que si vous êtes intéressé à l'issue du webinaire, notamment, vous pouvez toujours vous positionner. Voilà. Donc, ce que je viens de les espèces sensibles faune a été validé en 2019, actualisé également en 2019, en décembre 2019, et pour la flore, donc, dont le CBNSA est le responsable thématique au niveau du SINP en Nouvelle-Aquitaine, la liste date du 5 juin 2019. Fauna pour la faune, bien sûr. De ces listes qui avaient été validées en 2019, un arrêté a été pris le 12 janvier 2022 pour arrêter ces listes et aujourd'hui, c'est donc l'objectif que nous avons d'actualiser ces listes. Voilà. Catherine, je ne sais pas si éventuellement tu as le lien, mais si tu peux le mettre dans le chat. Oui, je l'ai mis dans le chat. Ok, je vois pas, merci.
Donc, l'approche de la donnée dans le SINP, donc, une évidence, on protège bien que ce que l'on connaît bien. Une conséquence, c'est donc d'ouvrir les données pour justement avoir un maximum de connaissances, et notamment d'ouvrir les données publiques qui, elles sont concernées par l'open data, c'est-à-dire sans dégradation et en les mettant à disposition de tous pour garantir le meilleur niveau d'information possible. Donc, en pratique, toute information doit être partagée et diffusée largement avec la plus grande précision disponible, sauf si cette diffusion comporte un risque de porter atteinte à la protection de l'environnement, dans le cadre d'espèces par exemple. Le cadre juridique concernant l'open data, on peut considérer que cette ouverture des données obéit à deux ensembles de corpus juridiques, dont l'un se rapporte aux documents administratifs, le CRPA, et le second à la protection des données personnelles, donc le RGPD. Le CRPA, donc Code des relations entre le public et l'administration, qui dispose donc des droits d'accès aux documents administratifs, et d'une manière indirecte, donc par le biais des diffusions grand public, le RGPD, donc Règlement sur la protection des données personnelles, qui dispose, lui, de la protection des données personnelles, comme son nom l'indique. Le fait de diffuser de la donnée largement et de l'ouvrir, des données qui peuvent justement, enfin, par principe, les données publiques ne comportent pas de données à caractère personnel. Mais il arrive qu'elles en comportent. C'est pour ça que nous sommes obligés de tenir compte également du règlement sur la protection des données personnelles. Donc l'open data, une définition, donc c'est un peu compliqué de définir l'open data, mais dans le cas de l'ouverture de ces données, l'État a engagé une politique fortement incitative pour que les différents acteurs publics mettent en ligne les informations qu'ils détiennent, en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs projets. La France est aujourd'hui un des pays les plus en pointe en matière d'ouverture des données publiques, mais on peut quand même définir l'open data comme des données librement accessibles, mises à disposition dans un format ouvert et réutilisable par toute personne. Cette définition reprend notamment les critères qui définissent l'open data, qui ont été définis à l'échelle internationale. Ça fera l'objet d'une prochaine diapo. Donc pourquoi? Comme je vous disais, c'est un principe auquel l'État français est très attaché. Déjà dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il était indiqué que la société a le droit de demander compte à tout agent public et à son administration. Il y a un principe dans l'open data qui est celui d'une volonté de garantir la transparence de l'action administrative et de la vie démocratique. Et donc, face à la croissance des besoins des données publiques de la part des administrations et des citoyens et de l'économie, nous pouvons répondre à cette demande. Donc, les critères de l'open data, comme je vous disais, l'open data, une donnée traitée en open data doit être complète. L'intégralité de la donnée collectée, y compris les métadonnées, elles doivent respecter donc son état primaire, c'est-à-dire la donnée brute telle qu'elle a été récoltée. Elles doivent être mises à disposition dès que possible, accessibles, donc directement téléchargeables et sans enregistrement préalable, lisibles par des machines, donc, pour un traitement informatique par exemple, non discriminatoires, elles doivent être accessibles sans enregistrement ni justification, disponibles dans un format ouvert. Le format ne doit pas être la propriété d'une organisation, mais plutôt par le biais d'une licence ouverte par exemple, disponible sous licence ouverte, voilà. Accessibles en ligne de façon pérenne, elles sont archivées et les versions précédentes sont conservées sous certaines conditions. Et sans coût d'utilisation, donc gratuite pour l'utilisation du grand public. Donc, les documents sont concernés par l'open data, donc les documents administratifs. Et donc l'article L302 du Code des relations publiques et de l'administration décrit bien quels documents sont concernés et quelles administrations. Donc, ce sont tous les documents qui, que ce soit leur date, lieu de consommation, forme et support, qui ont été produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public
par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Donc, personnes de droit moral également, constituent de tels documents, notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès, etc. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez large qui concerne exclusivement les organismes garants d'une mission de service public. Donc, les textes contributifs à l'ouverture de la donnée, donc au niveau européen, on retrouve la Convention d'Aarhus, donc, qui établit les bases, donc, que tout citoyen doit avoir accès aux documents publics pour permettre une participation dans les processus décisionnels et un accès à la justice en matière environnementale. La directive INSPIRE, qui est transposée dans le droit français par ordonnance du 21 octobre 2010, dans le cadre qui impose aux autorités la publication de toutes les données environnementales géographiques. Et donc, une obligation aux administrations de partager ces données entre elles, mais aussi de les rendre également disponibles. Et enfin, la directive 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, car le point de la réutilisation est essentiel, inclusion des données des entreprises investies d'une mission de service public dans le champ de l'open data. Les textes contributifs à l'ouverture de la donnée, donc à travers les lois numériques, que sont la loi Walter ou la loi relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public, sauf certaines données soumises à redevance, qui concernent essentiellement trois administrations, que sont notamment Météo France, l'IGN et il me manque le dernier, donc sur le CHOM. Le CHOM, voilà, exactement, merci Vincent. Donc, la loi Walter impose aux autorités de rendre des données environnementales, donc les autorités publiques, telles que nous venons de voir dans l'article L302 du CRPA, de rendre des données environnementales accessibles au public en les publiant sur Internet et de les partageant entre elles, et en assurant cette notion de gratuité. La loi Le Maire, elle, plus connue, donc, qui est la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016, elle améliore la loi Walter en asseyant donc ce principe que l'ouverture de la donnée devient la règle et non l'exception, sous réserve des articles L305 et L306 du CRPA, qui définissent des données qui ne sont communicables soit qu'à l'intéressé ou soit des données non communicables de toutes les administrations, donc toujours au titre du L302 du CRPA, qui publie ces données dans un standard ouvert, échange entre elles pour répondre à une demande du public, comme l'indique le L114 du CRPA. Le cadre réglementaire dans l'ouverture de la donnée, donc le Code des relations entre le public et l'administration, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016, il est issu de la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, la Commission administrative des documents, la Commission pour l'accès aux documents administratifs, pardon, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Donc on retrouve en fait tout ce qui encadre en fait l'accès aux documents administratifs par le grand public, l'accès et la réutilisation des documents, donc articles L301 et 351. Et parmi les articles très importants, les articles à retenir, donc le L302, donc, qui définit les documents et les administrations concernées, le L301, 311.1 qui établit l'obligation de ces administrations à publier en ligne et communiquer les informations qu'elles détiennent, le L311.5 et L311.6, 311.6, pardon, qui elles, donc, comme je disais, qui définissent les informations données qui ne sont pas communicables ou alors communicables uniquement à l'intéressé, tel le secret médical. Le L312.1 qui arrête les
qui oblige la publication en ligne, mais la nuance, c'est que cette obligation de publication en ligne et toutes les et également toutes les toutes les certaines obligations ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, ni aux personnes morales dont le nombre d'agents ou salariés est inférieur à 50 équivalents temps plein. Il y a plusieurs aspects qui ne sont pas obligatoires justement pour ce type de structure, donc que l'on peut retrouver au L312.1.1 du Code des relations entre public et administration. Donc le droit de réutilisation, et donc là c'était sur l'accès aux documents publics, et sur le droit de réutilisation, donc le L321, qui détermine donc toute information doit être publiée ou communiquée, y compris à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou perçus. Peu importe donc l'utilisation qu'on peut faire de ces données récupérées et produites par l'administration. Toute réutilisation, quel que soit le domaine, est autorisée. Et sur tout document administratif sur lequel des tiers ne détiennent pas de propriété intellectuelle. Là, en l'occurrence, pour le SINP, sur des données d'observation, il n'y a pas de principe de propriété intellectuelle, pas de valeur ajoutée sur une observation. Donc, le Code de l'environnement, donc par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc notamment le chapitre 4 sur le droit d'accès à l'information relative à l'environnement, le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues, établies par les autorités publiques. Donc on reprend toujours les mêmes éléments dans le L124.1. Le L124.2 qui définit que est considéré comme une information relative à l'environnement, toute information disponible, quel qu'en soit le support concerné, concernant soit l'état des éléments de l'environnement, la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments. Le L124.3, qui dit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par l'État, et toutes les administrations que nous avons vues depuis le début par rapport au L300-2 du CRPA. Et le L124.7 sur les dispositions imposées aux autorités publiques concernant les informations relatives à l'environnement et à l'accès au grand public. Donc sur le 124-3, toute personne qui en fait la demande reçoit communication, sauf si bien sûr il s'agit de données sensibles, ça on l'abordera plus tard, qui peuvent du coup motiver éventuellement un rejet de l'administration en fonction du motif de la demande. Donc rapidement, un petit schéma pour définir un petit peu les évolutions au niveau de l'ouverture de la donnée, en tout cas par rapport au droit français. Donc la loi du 17 juillet 1978, vous voyez, ce qui est sur l'amélioration des relations entre l'administration et le public, sur laquelle a été bâti donc, le Code des relations entre le public et l'administration. Cette loi du 17 juillet 1978 a également eu pour effet donc, de la création de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, toujours active aujourd'hui, qui constitue l'autorité administrative indépendante dans l'arbitrage à l'accès aux documents administratifs et aux archives, ainsi que dans le cadre des réutilisations des informations publiques. C'est-à-dire que si vous faites une demande d'accès à un document administratif et qu'elle vous est refusée par l'administration, vous pouvez faire appel auprès de la CADA pour qu'elle tranche justement, et donc tout le monde ressent dans le sens de l'administration, ou oblige l'administration à vous communiquer ces documents. Donc, date importante, donc le 21 février 2011, qui voit la création de la mission Etalab, mission confiée donc, à l'État pour la création le développement des données de licence ouverte, la création du portail unique interministériel, donc data.gouv.fr, en décembre 2011, qui est un portail qui regroupe la totalité, en théorie, la totalité des données publiques produites par les ministères, y compris celles de l'INPN. Et enfin, le décret du 25 octobre 2019 qui voit la mise en place du système d'information et de communication de l'État et de la direction interministérielle du numérique. Voilà. Donc la mise en application de l'open data dans le SINP.
Donc, comme on a vu en début de présentation, nous sommes passés d'un document cadre, le protocole du SNP 2017, à un autre document cadre, le schéma métier national du SNP en 2022. Les grandes modifications par rapport à ces deux documents se situent par rapport à l'adhésion. Donc, au niveau du protocole du SNP, l'adhésion était un principe qui permettait d'avoir un accès privilégié à certaines données, sauf que cet accès différencié, aujourd'hui, dans le cas de l'open data, n'a plus lieu d'être, n'est plus autorisé, forcément. Donc, le principe d'adhésion ne peut plus être entendu comme un privilège, bien qu'il existe encore, par rapport à l'esprit du SNP, car toute personne a le droit d'accéder aux données précises, données publiques précises, produites par l'administration. Et également, les données sensibles, la donnée non sensible, donc du coup, pouvait être diffusée de façon dégradée, la donnée publique, toujours, je précise. Aujourd'hui, toutes les données non sensibles du SNP doivent être diffusées à leur niveau le plus fin, comme on a vu tout à l'heure dans les critères de l'open data, le plus fidèlement possible de la donnée source qui a la création de la donnée d'origine. Donc, le deuxième point auquel l'open data est obligé de tenir compte, enfin un point sur lequel l'open data est obligé de tenir compte dans la diffusion et l'ouverture de ces données, c'est bien entendu le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, ou RGPD 2. Donc, ce règlement de 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données remplace et abroge la directive 95 du 24 octobre 1995 ou premier règlement général sur la protection des données, d'où la raison du RGPD 2. Ce règlement est directement donc applicable au 25 mai 2018 dans tous les pays de l'Union européenne. Dans le droit français, il est adapté à travers la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui modifie la loi du 6 juillet 1978, loi informatique et liberté, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Donc, qui a également créé donc, une autorité administrative indépendante en France, chargée de veiller à sa bonne application, qui est la Commission informatique et liberté, ou la CNIL, telle que définie dans la loi du 6 janvier 1978 ou à l'article 51 du RGPD. Le traitement des données personnelles, qu'est-ce que c'est en fait? Une donnée personnelle, alors, la collecte. Donc, on entend bien donc la collecte, la bancarisation, l'enregistrement, la conservation ou l'archivage, qui sont deux choses différentes en fonction de la nature de la donnée et surtout de la finalité qu'on va en faire, l'adaptation et la modification, l'utilisation de la donnée, le rapprochement de types de données pour définir un indicateur, par exemple, et la mise à disposition sous toutes ses formes. Tout traitement de données doit avoir donc un objectif, une finalité déterminée au préalable au recueil des données et à leur exploitation. Donc excusez-moi. Pardon. Donc les grands principes dans la protection des données personnelles. Donc, le principe de finalité, comme ce qu'on vient de voir, qui permet, qui définit l'usage qui est attendu de ces données. Le principe de fonctionnalité, de proportionnalité et de pertinence. Les informations enregistrées doivent être strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier, et surtout elles doivent être pertinentes, bien entendu. Le principe d'une durée de conservation limitée. Les fichiers sur les personnes physiques ne peuvent être conservés pour une durée indéfinie. Elle doit être fixée en fonction de la finalité du fichier et du type d'information enregistrée. La sécurité et la confidentialité. Le responsable du fichier doit garantir la sécurité du fichier.
et veille à ce que seules les personnes autorisées aient accès à ces informations. Et enfin, le droit des personnes, donc le RGPD donc, définit des droits des personnes sur leurs données, donc le droit à la rectification, si toutefois des données sont inexactes, ou le droit à l'effacement, droit à l'oubli, dans le cadre de suppression de données, tout simplement. Donc le RGPD il renforce le droit des individus sur leurs données personnelles, qui est un droit fondamental. Mais une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a un schéma donc, qui nous définit, qui nous présente quelques données personnelles. À noter quand même que le nom d'un individu n'est pas considéré, enfin, est considéré comme une donnée à caractère personnel, mais dénote des autres données à caractère personnel, parce qu'elle n'est pas couverte par le secret de la vie privée. Le fait de diffuser un nom, un prénom, simplement sans autre information, ne peut pas nuire à la personne. Voilà, c'est juste un point sur lequel la CNIL et la CADA se sont entendus. Donc l'RGPD dans l'open data en pratique, il s'applique dès que la mise en ligne concerne des documents administratifs ou des données publiques comportant des informations relatives à des personnes identifiées ou susceptibles de l'être. Ces dispositions permettant leur diffusion sont décrites dans l'article 8 relative donc, du 20 juin 2018 relative à la protection des données. Cet article 8 définit les données à caractère personnel interdites au traitement, par exemple origine raciale, ethnique, opinion publique, politique, ou tout comportement propre à un individu qui pourrait le définir. Cependant, il établit également que certaines catégories de données à caractère personnel pour lesquelles le traitement n'est pas interdit, comme notamment au point 11 du grand 2 pour ce qui relève de la recherche publique et des objectifs au sens du code de la recherche, donc parmi lesquels le partage et la diffusion de données de connaissances scientifiques en donnant priorité au format libre d'accès. Donc, en d'autres termes, dès que les données ont un intérêt scientifique ou historique, il est permis de conserver quelques données à caractère personnel. En tout cas, ce n'est pas interdit. Mais enfin, les personnes ayant donné leur consentement à la diffusion, pour l'autorisation de la diffusion. Il existe deux façons de s'adapter au RGPD tout en respectant le principe de l'open data. Donc, soit, je vais commencer par le dernier, donc l'anonymisation, qui est le principe radical qui concerne l'effacement tout simplement de tout ce qui permet de déterminer un individu. Donc, toute donnée anonymisée se trouve de facto libérée des obligations du RGPD, forcément, à partir du moment qu'elle ne comporte plus de données à caractère personnel, il n'y a plus lieu de la traiter pour la protection des données personnelles. Et la pseudonymisation, qui est un principe qui permet de conserver une donnée intacte, mais sans divulguer l'identité, par l'attribution d'un identifiant numérique ou autre. Le nom de la personne, enfin l'identité de la personne est conservée dans une base de données à part et permet justement de garder une traçabilité de ces données, ce qui est très important dans le cadre de données scientifiques, par exemple, ou de recherche. L'archivage des données, donc les données, comme nous l'avons vu précédemment, ce sont des données, donc les données ne doivent pas être conservées indéfiniment. L'article 89 du RGPD détermine justement quels types de données peuvent être conservées ou archivées. Donc, dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique, historique ou à des fins statistiques. Ce que nous venons de voir, ou alors au nom du Code du patrimoine, à l'article 212.3, concernant les archives publiques comportant des données à caractère personnel collectées dans le cadre du traitement. Toute donnée dépourvue d'intérêt scientifique, statistique ou historique, toute donnée à caractère personnel doit être supprimée. Voilà, donc on est toujours dans la même thématique. Et l'article 17 du RGPD, lui, qui ouvre le droit à l'effacement ou droit à l'oubli, qui ne s'applique
pas, donc dans la mesure où ce traitement est nécessaire, c'est-à-dire toujours, donc on retrouve toujours à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique, etc. Donc, voilà. Donc sur ces trois textes, on voit quelles sont les raisons pour lesquelles des données peuvent être archivées sans limitation de durée, on va dire, mais avec une garantie suffisante pour la sécurité des données concernant ces données archivées, justement. Une règle d'or, l'obligation de recueillir le consentement par une déclaration ou un acte positif clair, c'est-à-dire une fenêtre qui s'ouvre, un genre de pop-up, par exemple, qui s'ouvre quand le moment de recueillir des données personnelles intervient dans un formulaire. Ce doit être suffisamment... c'est une action qui doit être décidée par votre... C'est-à-dire cocher une case, par exemple, c'est ce qu'on appelle un acte positif clair, et pour toute personne dans le traitement de ces données personnelles. Cela doit être clair et équivoque, et surtout univoque. Donc, mise en application du RGPD dans le SINP. Donc, pour la plateforme régionale du SINP, comme je vous expliquais au début, nous avons une mise en conformité qui est attendue. Cette mise en conformité va se faire progressivement dans le cadre d'une feuille de route qui a été établie pour la période 2023-2024. Donc cela se traduit principalement par l'assurance qu'un fournisseur a l'autorisation du producteur de la diffusion d'une donnée dont il n'est pas producteur, du coup. Donc une chaîne de responsabilité qui s'établit, s'assurer qu'à chaque fois, en fin de compte, on a l'autorisation d'un producteur pour la diffusion de données. Une autorisation à la diffusion par consentement éclairé, donc ça c'est déjà en place, mais active et sans équivoque, donc que ce soit proposé, que soit proposée la pseudonymisation. Donc comme je l'ai expliqué, conservée dans une base de données indépendante pour conserver la traçabilité de la donnée au nom de la recherche. Donc des éléments que nous avons déjà vus. La mise en conformité avec l'open data. Donc le SINP détient certaines données qui sont considérées comme des données historiques. Donc il existe donc le pôle flore et le pôle faune envisage donc par rapport au traitement de ces données, donc du côté du pôle flore, la diffusion d'un message d'information sur le réseau pour annoncer le passage à l'open data. Ces personnes seront invitées à procéder à une pseudonymisation, ce qui est possible directement sur l'interface de l'APV, et s'ils ne souhaitent pas que leur nom et prénom soient diffusés. Faune, donc l'envoi d'un mail au producteur de données d'origine privée avec proposition d'anonymiser. Sachant que, en ce qui concerne les données publiques, comme nous avons vu, en théorie, elles ne doivent pas subir de dégradation. En ce qui concerne les données nouvelles, donc toute donnée qui sera versée, qui est versée aujourd'hui, sera diffusée sans floutage, mais doit recueillir le consentement éclairé du contributeur pour les données personnelles, nom, prénom et également localisation. La chaîne de responsabilité doit être respectée, comme nous l'avons vu. Donc, un fournisseur de données n'est pas producteur, il doit s'assurer de l'accord du producteur avant que la donnée puisse être diffusée. Les responsabilités du SINP sur ces données. Donc, un schéma pour expliquer un petit peu la gestion de la donnée au niveau de la plateforme SINP régionale. Donc, sur la partie gauche, vous avez toutes les actions produites, les traitements des pôles vis-à-vis des données. Donc, ils bancarisent, ils assurent la validation de la donnée pour l'accorder ou non une certaine fiabilité. Ils déterminent le niveau de sensibilité. Ils établissent la liste régionale des données sensibles avec l'appui des réseaux. Ils apprécient les demandes de communication de données sensibles. Qui peut amener donc certaines, par moment, qui peut questionner sur l'intérêt de ces communications. Et sur la partie droite, donc on voit toute la mise en conformité, donc la réglementation qui est attendue, donc l'obligation de respecter l'open data et l'application du RGPD, notamment par rapport
recensement éclairé et sur le traitement des données. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention et si vous avez des questions.